Ceci est la Star Factory. Avec plus d'1 million de pieds carrés, c'est la plus grande et la plus avancée usine de fabrication de fusées au monde. C'est aussi l'endroit où SpaceX construit son Starship. Et ils en construisent beaucoup. Avec une seule Star Factory, SpaceX peut construire jusqu'à 365 Starships par an. Cela fait une fusée chaque jour. Pour réussir, ils ont besoin d'une usine comme vous n'en avez jamais vu. Et à l'intérieur de la Star Factory, nous trouverons une machine géante et automatisée qui construit des fusées pour l'avenir de l'exploration spatiale humaine. Tout commence avec les matières premières. C'est fou de penser que la majorité d'une fusée Starship épique commence comme ça, juste un grand rouleau d'acier inoxydable. Le métal fait environ 4 mm d'épaisseur et chaque feuille mesure 1,8 m de large. SpaceX utilise son propre alliage personnalisé pour cet acier inoxydable, qu'ils ont développé pour répondre aux exigences uniques d'une fusée réutilisable. Il doit être solide, mais cette solidité doit subsister aussi bien par très basse température au décollage, avec le carburant cryogénique, que sous une chaleur extrême lors du retour à grande vitesse dans l'atmosphère. L'acier de SpaceX est le plus résistant lorsqu'il est froid, soit lorsque la fusée subit la charge maximale. Le métal doit aussi être résistant à la corrosion, car ces fusées réutilisables doivent durer très longtemps et elles passeront la majeure partie de ce temps exposées à l'air salin de la mer. Mais en même temps, cet alliage particulier doit être facile à travailler à la Star Factory, c'est-à-dire qu'il peut être plié et soudé sans aucune complication. Ceci est la première étape du processus de fabrication. Une machine automatisée découpe des feuilles de métal à partir des bobines et les soude en anneaux. Ensuite, les anneaux sont empilés par segments de 3 ou 5 et tout est soudé ensemble par un bras robotisé qui tourne autour de la pile et termine le travail en un seul mouvement fluide et rapide. Il fut un temps où chaque Starship était soudé à la main de haut en bas, mais à mesure que SpaceX se dirige vers la production de masse, ils automatisent chaque partie du processus qu'ils peuvent. Aujourd'hui, les soudeurs assemblent encore les petites pièces nécessitant précision et adaptabilité, tandis que les machines effectuent toutes les tâches majeures. Pour les parties courbées de la fusée, comme la coiffe et les réservoirs de carburant, l'acier doit être plié pour prendre la bonne forme avant de pouvoir être soudé. Pour cela, SpaceX utilise un procédé appelé hydroformage. Il s'agit essentiellement d'utiliser un liquide à très haute pression pour pousser la feuille de métal dans un moule. La force utilisée pour plier l'acier de cette manière peut atteindre plus de 36 000 PSI, ce qui représente 2 fois la pression que vous ressentiriez en vous tenant au fond de l'océan. Après leur formation, les pièces passent dans la même machine à souder rotative pour fabriquer la pointe de la coiffe. À partir de là, différentes sections de la fusée suivront des parcours différents à travers la Star Factory. Ce n'est pas comme une chaîne de production classique où tout avance sur un tapis roulant et où chaque pièce est ajoutée jusqu'au produit fini. C'est le concept qui a été popularisé à l'origine par Henry Ford dans les années 20 et il est resté une norme de fabrication jusqu'à aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de fabriquer une voiture ou une fusée. Salut, j'ai 3 petites choses à te dire rapidement. Et salut, je m'appelle Sean et nous sommes les véritables humains derrière The Space Face. Tu vois ça? Ceci, ce sont de vraies animations After Effects réalisées en direct en ce moment. Tous nos éléments 3D, tous nos éléments 2D sont faits par de vraies personnes en interne. Aucune IA n'est impliquée. Voici notre station de rendu. Ça nous a coûté 8000 et il faut encore parfois plusieurs jours, voire des semaines, juste pour rendre un projet 3D. Voilà Ted, il a une petite fille de 7 mois à la maison et il se lève encore avant elle, juste pour avancer sur le travail. Et voici Brady, qui a un bébé de 4 mois à la maison. Jay, derrière la caméra, en a 2. Cette équipe fonctionne donc surtout à la caféine et manque de sommeil. Et moi aussi, j'ai un petit bout de chou en route. Donc si le planning de publication devient un peu bizarre vers octobre, vous saurez pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous de vraies personnes et qu'il faut vraiment du temps et de l'argent pour produire ces vidéos. Donc si vous souhaitez nous soutenir d'une manière ou d'une autre, voici comment faire. Nous proposons une newsletter gratuite, thespacerace.news, qui résume chaque semaine les actualités spatiales majeures par email. Ensuite, le bouton « Rejoindre » vous donne un accès anticipé ainsi que des coulisses sur la façon dont nous construisons réellement tout ça. C'est le moyen le plus direct de nous permettre de continuer ici et de limiter notre dépendance aux sponsors. Troisièmement, nous avons de nouveaux produits, dont un t-shirt « J'aime Uranus ».
Oui, nous savons ce que nous faisons et n'avons aucun regret. Alors lisez la newsletter, devenez membre de la chaîne, achetez les produits dérivés ou continuez simplement à regarder les vidéos. Faites ce qui vous convient le mieux. Quoi qu'il en soit, merci de soutenir la chaîne et les personnes qui la font vivre. Ce qui est unique avec SpaceX, c'est que l'homme à la tête de l'entreprise a autant d'expérience dans la construction de voitures que dans celle de fusées. Et ce que Elon Musk a développé avec ses ingénieurs chez Tesla, c'est une nouvelle approche de la production de masse qui remplace la ligne de production unique par une fabrication en parallèle. Tesla appelle cela la méthode Unboxed. Au lieu de considérer la voiture comme une boîte à remplir, il le découpe en 4 sections, l'avant, l'arrière, le côté gauche et le côté droit. Ensuite, ils construisent chacun de ces morceaux simultanément à différentes stations de production avant de tout assembler lors d'un assemblage final. SpaceX ne qualifie pas leur fabrication de déboîtée. Les fusées étant tubulaires, on pourrait dire détubées. Ça ne semble pas très à la pointe, mais Elon Musk a décrit la production à l'intérieur de la Star Factory comme un flux linéaire et adjacent, ce qui sonne vraiment technique. Je pense que cela signifie la même chose que ce qu'on a décrit avec déboîté. Donc l'un des aspects vraiment cool de la Star Factory, c'est la façon dont ils déplacent les pièces de la fusée d'une station de production à une autre. Comme il n'y a pas de grand tapis roulant qui traverse le milieu, ils ont besoin d'un mécanisme capable de déplacer de très grands objets d'une ligne adjacente à l'autre. C'est pourquoi tout l'atelier est encadré par cette structure en treillis de poutres en acier. Elles ne sont pas là pour soutenir le toit, elles créent un réseau de rails pour des ponts roulants qui peuvent soulever une partie de la fusée à la verticale, puis la transporter jusqu'à l'emplacement suivant, où elle est déposée sur l'un de ces supports rotatifs qui font tourner les anneaux de 9 mètres de large afin que les ouvriers n'aient pas à marcher constamment autour avec leurs outils. Le travail vient simplement à eux. Donc ce que vous obtenez au final, ce sont toutes ces différentes parties de la fusée qui passent par diverses étapes de fabrication, toutes en mouvement constant et sous un même toit. On peut comparer cela à la manière dont la NASA construit ses fusées, comme le système de lancement spatial d'Artemis. La stratégie reste similaire, mais la fabrication se fait à bien plus grande échelle. Le SLS n'est pas construit dans une seule usine. En réalité, cela commence avec plusieurs usines réparties à travers les États-Unis, de la Californie à l'Utah et à la Louisiane, où différents segments de la fusée sont fabriqués par des sous-traitants distincts. Pour Artemis, certaines parties du vaisseau sont fabriquées en Europe. Et puis, tous ces gros morceaux de la fusée sont chargés sur des bateaux, des camions ou des avions cargo et transportés jusqu'au Vehicle Assembly Building de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, où la fusée est enfin assemblée de bas en haut. C'est en grande partie la raison pour laquelle il a fallu 4 ans pour lancer 2 fusées SLS. Dans la Star Factory, des grues et des stations de production remplacent la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est ainsi que vous passez d'une fusée par an à une fusée par jour. Mais il y a un grand point commun ici, et c'est la façon dont chaque segment de la fusée est construit indépendamment avant d'être assemblé à la fin. Si nous divisons notre vaisseau spatial de la même manière que Tesla divise une voiture, alors nous avons essentiellement 3 grandes sections, le haut, le milieu et le bas, avec le haut composé de la coiffe et de la soute à charge utile, le milieu étant essentiellement constitué de réservoirs de carburant et le bas étant l'endroit où vont les moteurs. La Star Factory fabrique également des boosters Super Heavy, qui sont beaucoup plus simples sur le dessus avec juste un anneau qui relie les 2 étages ensemble, mais beaucoup plus compliqués en bas avec 33 moteurs et toute la tuyauterie nécessaire pour les faire fonctionner. Nous nous concentrerons sur le vaisseau, car c'est la partie à produire en masse. Le propulseur peut fournir la puissance nécessaire pour atteindre l'espace, puis faire demi-tour et revenir directement au site de lancement, prêt à recommencer en environ 5 minutes. Donc il ne vous en faut qu'un ou 2 par tour de lancement et c'est bon. Mais les vaisseaux pourraient tourner des heures, voire des jours autour de la Terre avant de redescendre. Certains pourraient aller jusqu'à Mars et même à leur retour, ils devront être équipés d'une nouvelle charge utile, ce qui peut prendre quelques jours ou semaines. Donc afin de maintenir une fréquence de lancement élevée, ce que SpaceX exigera de ses fusées, il faut de nombreux vaisseaux qui se trouvent à différents stades de vol à tout moment. Donc, lorsque vous entendez SpaceX parler de construire une fusée par jour, c'est de cela qu'il parle. Si on commence par le haut et qu'on descend, une fois que les panneaux formés du cône de nez sont soudés ensemble, un autre bras robotique va intervenir et commencer à fixer ces petites broches sur toute la surface extérieure à l'aide de soudure par points. Ce sont les ancrages des tuiles du bouclier thermique, prochaine étape.
Depuis la station de soudage, le cône de nez va être soulevé jusqu'à la station de protection thermique. Ici, les ouvriers vont installer une feuille noire sur toute la surface protégée du cône de nez. Ceci est un matériau de bouclier thermique secondaire qui peut servir de secours si jamais l'une des tuiles principales tombe. On ajoute une mousse blanche isolante qui se replie pour combler les espaces entre les tuiles. Et enfin, ces hexagones noirs sont mis en place. Les ouvriers alignent 3 trous à l'arrière de la tuile avec les broches sur la fusée, puis ils les enclenchent pour les verrouiller. SpaceX fabrique ses propres tuiles dans leur atelier, un procédé similaire à la fabrication de carreaux de sol ou d'assiettes en céramique émaillée. Et la boulangerie Starship dispose d'une ligne entièrement automatisée qui peut produire plus de 1000 tuiles hexagonales chaque jour. À terme, cela passera à 7000 tuiles par jour. Maintenant, pendant que notre cône de nez est assemblé, il y a 2 opérations plus petites qui se déroulent également en parallèle. L'une consiste à fabriquer des réservoirs d'entête. Ce sont de petits réservoirs de carburant ronds fabriqués avec le même acier inoxydable hydroformé que le vaisseau. Ils contiennent seulement un peu de propergol pour l'allumage final d'atterrissage et seront placés dans la pointe du cône de nez. C'est l'un des plus grands avantages de construire par section. Si vous aviez empilé toute la fusée d'abord, puis essayé d'installer un réservoir de carburant tout en haut, cela aurait été beaucoup plus difficile pour les gars qui sont là-haut à installer la tuyauterie. Le deuxième processus en cours est la fabrication des volets d'ailes. Des feuilles d'acier inoxydable sont soudées sur un cadre ou des poutres métalliques moulées avec 3 points de charnière pour la connexion au vaisseau. Une fine bande d'acier inoxydable est enroulée pour former le bord, puis le volet subit la même protection thermique que le vaisseau. À l'avant du cône, les équipes soudent les points d'attache pour les volets à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, les moteurs électriques qui contrôlent leur mouvement sont installés et câblés. Ensuite, des grues suspendues soulèvent les volets pour les mettre en place pendant que les équipes de production assemblent le tout à l'aide de boulons. Au même moment, dans une autre station, la soute de charge utile du vaisseau est en cours d'assemblage. Elle est constituée de 3 anneaux verticaux en acier inoxydable. D'un côté, elle reçoit les tuiles thermiques habituelles, de l'autre, les équipes découpent des ouvertures dans la structure. Starship a besoin qu'une longue ouverture soit découpée pour créer une trappe de charge utile par laquelle les satellites Starlink pourront sortir. Il lui faut aussi 2 petits trous ronds dessous pour les ports d'amarrage afin que Starship puisse se connecter et transférer du carburant dans l'espace. Une opération parallèle ici vise à construire le support de charge utile Starlink. C'est un mécanisme qui maintient 2 douzaines de satellites empilés verticalement, puis les déploie un par un tout en faisant monter les autres en position. C'est comme un distributeur de bonbons Pez, d'où le surnom donné par SpaceX. Une fois que c'est terminé, il est soulevé par une grue, amené et déposé dans la section de la charge utile, puis un petit volet est installé pour couvrir la fente, et des connecteurs d'amarrage recouvrent les trous. Nous avons désormais 2 moitiés de la section supérieure construites en même temps, chacune avec ses sous-composants. Ensuite, il suffit de soulever la partie pointue sur la soute de charge utile et d'effectuer une soudure robotisée extérieure pour les fusionner. C'est pourquoi la Star Factory a une ligne de toit décalée, plus basse à une extrémité là où les matières premières entrent et plus haute à l'autre extrémité, là où les sections de fusée assemblées sortent. D'accord, donc notre segment supérieur est terminé. Et pendant que tout ce travail se fait, les sections inférieures et centrales du vaisseau sont fabriquées de la même manière. Il y a généralement un gros travail effectué en parallèle avec 2 ou 3 tâches plus petites qui se rejoignent toutes pour compléter le segment. Et ils ne construisent pas seulement un coiffe à la fois. La Star Factory est toujours en train de construire plusieurs fusées en même temps. Voici donc tous nos flux adjacents. Et même s'ils ne semblent pas linéaires pour l'instant, nous allons voir où tout converge en un seul point, le gigabay. Ce bâtiment offre presque autant de surface que la Star Factory, mais son toit culmine à 116 mètres de haut, ce qui représente 46 millions de pieds cubes de volume intérieur. Pour donner une idée de l'échelle, si vous preniez 6 Costco et que vous les fusionniez en un seul bâtiment, puis que vous ajoutiez encore 13 Costco empilés en hauteur. C'est le même principe que le bâtiment d'assemblage vertical de la NASA. C'est l'endroit où tous les grands segments se réunissent et où une fusée prend véritablement vie. La baie verticale de la NASA a été conçue à l'origine dans les années 60 pour accueillir et assembler simultanément 4 fusées Saturne V. Et cela a permis à la NASA de lancer effectivement 4 missions lunaires Apollo habitées en l'espace d'une seule année, ce qui est plutôt impressionnant.
Le gigabay de la Star Factory dispose de suffisamment de stations pour assembler 24 vaisseaux et premiers étages en même temps, permettant ainsi de terminer 12 ensembles complets Starship Super Heavy simultanément. La première étape de la finition consiste à soulever les segments de fusée avec une grue, puis à assembler le haut, le milieu et le bas en une seule unité. Une fois cela terminé, les équipes de travail situées à différents niveaux du gigabay commencent à tout assembler. Cela consiste à raccorder les conduites d'alimentation en carburant et en gaz sous pression nécessaires au vol de la fusée. Ils vont câbler les systèmes pour alimenter le vaisseau de la proue à la poupe, fixer les dernières tuiles du bouclier thermique et effectuer les vérifications finales pour s'assurer que la fusée est prête à entamer les derniers préparatifs de lancement et les essais. SpaceX ne fabrique qu'une seule chose hors de la Star Factory, les moteurs. Les moteurs Raptor pour Starship sont encore produits à Hawthorne, en Californie. Ils sont ensuite acheminés en camion jusqu'au site d'essai de McGregor, Texas, où ils sont testés dans des conditions de vol pour identifier d'éventuels problèmes. Et ensuite, ils sont transférés à Starbase. L'installation du moteur est toujours la dernière pièce du puzzle. Le vaisseau ou le propulseur sera d'abord testé sous pression simulée pour vérifier la résistance de sa structure. Ensuite, il se peut que quelques-uns de ces moteurs soient installés, 3 sur 6 pour un vaisseau ou 10 sur 33 pour un propulseur, et il y aura un test de mise à feu statique pour s'assurer que la tuyauterie et les systèmes électriques fonctionnent tous comme prévu. Ce n'est qu'après ces vérifications qu'une fusée peut retourner à la Gigabay pour que tous ces moteurs soient installés et qu'elle soit enfin considérée comme prête au lancement. À ce stade, la Star Factory construit déjà des vaisseaux et des propulseurs plus rapidement que SpaceX ne peut les lancer. Il y a donc de nombreux véhicules qui attendent dans les coulisses de la Gigabay leur chance de voler. Et c'est ainsi que les choses vont se passer pour l'instant, jusqu'à ce que SpaceX ait suffisamment confiance dans le Starship pour commencer à l'utiliser en conditions réelles et lancer le nouveau réseau Starlink V3. À ce moment-là, ils voudront faire voler le Starship au moins aussi souvent qu'ils utilisent actuellement la fusée Falcon 9, c'est-à-dire pratiquement tous les jours. C'est alors que la Star Factory pourra montrer sa puissance et augmenter la production, ce qui continuera lorsque SpaceX lancera aussi ses satellites de centres de données en orbite en plus de Starlink. Ensuite, ils mèneront ces missions lunaires nécessitant plusieurs lancements de ravitaillement pour soutenir un atterrisseur. Et puis bien sûr, à un moment donné, SpaceX commencera aussi à envoyer ses vaisseaux vers Mars. Et c'est là que toute cette histoire de lancer une fusée par jour commence à avoir du sens. Il n'y a pas qu'un seul grand plan pour Starship, il y en a plusieurs, et ils doivent tous se dérouler en même temps. Donc il faut beaucoup de fusées, bien plus que le monde n'en a jamais vu. Et c'est ici que tout est construit.